Bonjour à ceux qui nous rejoignent pour ce troisième webinaire consacré à la place de l'agroécologie dans le projet d'installation. Donc, je suis en présence de Nelly Joubert, responsable de l'équilibre environnement de la Chambre d'agriculture du Var, et donc Marie Rabassa, qui est conseillère maraîchage à Agribio-Var. Alors, oh non, nous sommes déjà 40, donc je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont pu se connecter. Ce lien a dû fonctionner. On est désolé pour le lien précédent. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé, petit couac de fonctionnement. Bon. Alors, je vais laisser la parole à Nelly Joubert pour nous expliquer donc ce que c'est que l'agroécologie. Je lance le diapo. Bonjour à tous. Oui, merci. Donc, l'agroécologie, c'est un terme un peu récent, effectivement, et qui est en fait une contraction d'agronomie et d'écologie. Et en fait, finalement, l'agroécologie provient de l'agriculture durable. L'agriculture durable, donc, on l'a beaucoup promue, développée, définie dans les années 90. L'agriculture durable, elle avait 3 piliers qui étaient égaux les uns aux autres, le pilier social, le pilier économique et puis le pilier environnemental. Avec l'agroécologie, finalement, on va monter en puissance sur le volet environnemental avec l'idée en fait de bénéficier de toutes les ressources locales, de les mettre en exergue, de favoriser la biodiversité. Et donc voilà, cette agroécologie finalement, elle va mettre en avant tout ce qui va être écologique, environnemental et essayer au maximum de s'inspirer finalement de la nature au sein des exploitations agricoles. Donc, tu peux passer à la suite. Voilà, donc c'est se servir des phénomènes écologiques pour optimiser l'agriculture et puis toujours préserver l'agriculture, comme c'était le cas avec l'agriculture durable. Donc, si on rentre un peu plus dans le détail, donc on peut voir 2 piliers finalement à l'agroécologie. Donc, d'une part, la gestion durable des ressources, c'était un petit peu le cas de l'agriculture durable, où l'idée, c'est de laisser à nos enfants finalement un environnement qui soit viable. Et donc, notamment, l'objectif, c'est de gérer durablement les sols. Les sols, c'est vrai que c'est le principal, finalement, outil de travail de l'agriculteur. Donc, l'objectif est de le maintenir en forme, voire même, évidemment, d'améliorer sa fertilité, mais également préserver l'eau, préserver la matière organique, notamment en contexte méditerranéen. On sait que les sols sont déficitaires en matière organique. Gérer aussi au mieux l'énergie et puis les déchets. L'autre point d'intérêt, c'est également d'essayer de favoriser la circularité. On parle beaucoup d'économie circulaire. Donc, c'est le cas aussi pour l'agroécologie. Donc, que ce soit au niveau de l'exploitation agricole, essayer au plus de réutiliser finalement, par exemple, des déchets ou aussi entre fermes. On peut voir, par exemple, 2 exploitations qui pourraient échanger, par exemple, des matières organiques, du fumier. Ça peut tout à fait se faire. Valoriser les ressources qui sont là, présentes, locales, donc notamment les matières organiques, la biodiversité, et limiter le recours à tout ce qui va être des ressources rares et coûteuses, notamment tout ce qui est les engrais minéraux, entre autres. Le deuxième pilier, c'est et c'est un peu plus, on va dire, nouveau au niveau de l'agriculture et de l'agroécologie, c'est d'intensifier les processus naturels, donc vraiment se focaliser sur la diversité, à la fois donc des paysages en essayant d'implanter notamment des haies. C'est vrai que c'est pas mal à la mode en ce moment pour créer des habitats pour notamment les auxiliaires. Les auxiliaires de culture, ce sont les ennemis des ennemis de la plante, donc ils vont aller éviter d'utiliser par exemple des produits phytos. Le plus connu, par exemple, c'est la coccinelle qui va manger les pucerons. Et puis aussi essayer de diversifier les variétés produites sur l'exploitation pour être plus résilient face aux aléas climatiques et puis aussi face aux aléas économiques, tout simplement. Autre point, on l'a déjà un petit peu dit, c'est de favoriser les auxiliaires des cultures, faire venir naturellement et créer des habitats, des conditions propices pour faire venir et surtout maintenir ces auxiliaires. Et puis également travailler au niveau du sol,
afin qu'ils puissent voilà, avoir une réserve en eau assez importante. Donc ça, c'est particulièrement important en ce moment avec le changement climatique qui arrive et voilà, des étés qui vont être de plus en plus secs sur des périodes de plus en plus longues. Donc l'idée aussi, c'est de travailler son sol au maximum pour qu'il puisse avoir une réserve utile importante et préserver les cultures en cas de sécheresse. Et puis aussi, essayer de limiter l'érosion. Et ça, c'est pareil, ça passe par une amélioration de la structure du sol. Donc voilà un peu les types d'actions qu'on peut essayer de développer dans le cadre de l'agroécologie. L'agroécologie n'étant pas un label, hein, voilà, c'est une façon de voir l'agriculture finalement. Merci Nelly. Et on entend donc beaucoup parler aussi d'agroforesterie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Voilà, l'agroforesterie, c'est aussi c'est une sorte, on peut dire, d'agroécologie. Donc l'agroforesterie, tout simplement, comme son nom l'indique, c'est le fait d'intégrer dans des systèmes de culture ou des systèmes d'élevage des arbres. Donc on a plusieurs types. Voilà, je vous ai mis des photos. Hein. On peut avoir de l'agroforesterie. Alors c'est assez classique en grande culture, par exemple. Ça se fait beaucoup dans le sud-ouest de la France. En maraîchage aussi, mais on peut avoir de l'agroforesterie avec des cultures pérennes. Vous avez l'image en haut, donc c'est de l'agroforesterie en vigne. Et puis, vous avez aussi l'association donc arbres et puis élevage, voilà, avec des volailles ou des ovins, des caprins, enfin tout ce qu'on veut. Donc voilà, c'est juste l'idée d'apporter des arbres au sein des systèmes de production, qu'ils soient agricoles ou d'élevage. Voilà, et donc effectivement, pourquoi il est intéressant finalement de faire venir ces arbres au sein des cultures ou des élevages. On va avoir plusieurs aménités positives et plusieurs bénéfices finalement de ces arbres. Donc voilà, c'est un peu une liste pas forcément exhaustive, mais l'arbre, déjà, ça fait office de brise-vent. Ça peut être intéressant, notamment dans notre climat où on a voilà, des coups de vent assez importants. On va pouvoir diversifier les productions avec voilà, des arbres qui vont pouvoir eux-mêmes apporter des productions agricoles ou du bois d'œuvre ou du bois de chauffage, etc. Ça permet aussi de créer, par exemple, un microclimat pour les animaux. C'est fortement appréciable en climat méditerranéen. Au niveau du sol, le système racinaire des arbres vont permettre d'augmenter la rétention en eau, également très intéressant en changement climatique et en conditions méditerranéennes, d'améliorer également la structure du sol et de créer aussi un habitat favorisé pour le maintien de l'activité biologique. Donc voilà, ça a ces effets-là. Si on regarde un peu plus précisément au niveau du sol aussi, on va avoir effectivement un apport de matière organique de par la chute des feuilles et qui vont donc contribuer à maintenir, voire à améliorer le taux de matière organique du sol. Je vous dis tout à l'heure, en plus, en milieu méditerranéen, on a quand même des taux de matière organique qui sont assez faibles. Donc c'est toujours très, très intéressant. Et puis les arbres aussi constituent finalement un habitat pour la biodiversité. Notamment, ça va permettre de faire venir des insectes pollinisateurs ou nos fameux auxiliaires des cultures. Et puis, ça a aussi un intérêt dans le cadre du changement climatique avec du stockage de carbone. Et donc, on va du coup contribuer aussi à limiter les effets du changement climatique. Donc, c'est vrai que l'arbre, il a vraiment un rôle multiple et il est très, très bénéfique. Il peut être bénéfique. Alors après, évidemment, il faut choisir les bonnes espèces qui vont être associées à vos cultures. Donc, il y a toute une réflexion, évidemment, en amont à mener. Mais lorsque c'est bien, on va dire, calibré, bien pensé, voilà, l'agroforesterie permet d'avoir beaucoup de bénéfices par rapport à une parcelle qui n'aurait pas voilà, d'arbres implantés en son sein. Merci Nelly pour ces précisions. Donc, on va passer maintenant au cas particulier de l'agriculture biologique. Et pour savoir si vous en savez un petit peu plus sur l'agriculture biologique, je vous lance ce petit sondage. Donc, dans le Var, combien y a-t-il de surfaces agricoles sous le label agriculture biologique? Est-ce que c'est 15%, 20%, 25% ou 30%? Je vous laisse encore quelques secondes et après, je donnerai la parole à Marie pour nous répondre. OK. Donc, la majeure partie pense 20-25%. Alors, Marie, je te laisse la parole pour répondre à cette question.
Alors du coup, bonjour à tous. Je vais vous présenter un petit peu ce que c'est donc l'agriculture biologique et donc justement vous répondre à la question qu'on vient de vous poser. Donc l'agriculture biologique, qu'est-ce que c'est? Donc ça va être déjà c'est un signe officiel de qualité, un label, donc qui est réglementé. Donc il y a un cahier des charges européen qui est défini. C'est donc un label qui est contrôlé par des organismes certificateurs indépendants. Et donc, vous devez certainement les connaître, mais donc il est reconnaissable à travers 2 logos. Donc, le logo AB sur la gauche, qui est le logo du territoire français, et l'Eurofeuille, donc le logo européen. Donc après, du coup, si je rentre un petit peu dans le détail, donc des grands principes en fait de l'agriculture bio. Donc qu'est-ce que c'est? Donc ça va être une agriculture qui va respecter les cycles naturels, donc c'est-à-dire qui va se baser sur des produits de saison, voilà, où il n'y aura pas forcément de production hors saison, qui va respecter le bien-être animal et qui va aussi respecter l'environnement. Donc, c'est-à-dire qu'on va rechercher une relation et un équilibre en fait entre le sol, la plante et l'animal. Donc, ça va reprendre un peu les grands principes aussi présentés par Nelly tout à l'heure de l'agroécologie. Voilà. Et c'est aussi donc une agriculture qui va respecter l'environnement en limitant les pollutions et notamment en interdisant donc les produits phytosanitaires de synthèse. On pense principalement donc aux herbicides et aux produits de traitement donc chimiques, et également les engrais minéraux azotés. Voilà. Donc après, si on fait le point un petit peu sur l'agriculture biologique dans le Var, donc où on en est, donc en 2019, donc c'est les derniers chiffres qu'on a, donc du coup il y a 19 500 hectares qui sont certifiés bio ou alors en conversion. Et donc ça représente déjà 30% de la SAU du Var. Voilà, donc pour la petite réponse à la question. Et donc aujourd'hui, ça représente en nombre de fermes, c'est près de 800 fermes qui sont représentées. Et donc, si on regarde un peu le détail par filière, donc dans le Var, le bio est surtout représenté donc, en grande majorité, mais bon, parce que c'est forcément les productions principales, donc par la viticulture et tout ce qui est fruits. Donc derrière, il y a tous les fruits transformés, donc ça va être l'oléiculture qu'on va retrouver. Et par contre, si on parle plus d'évolution, donc au niveau des surfaces, donc c'est toujours la viticulture qui va être en grande croissance, et aussi les plantes à parfum et médicinales, aromatiques et médicinales, et toute la filière volaille aussi, qui a une grande progression dernièrement. Merci. Voilà à peu près. Merci beaucoup pour ces précisions. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées par voilà, produire dans un environnement sain et avec le minimum de produits. Donc, je vais vous lancer un petit sondage d'entre vous pour savoir si vous savez ce que veut dire HVE, pour qu'on vous explique la nouvelle tendance en ce qui concerne les produits. Alors, bon, il y a la moitié qui ne savent pas. Donc, hop. Alors, je vais demander donc à Nelly de nous préciser ce que veut dire HVE. Oui, tout à fait. Alors, juste une petite précision. J'ai eu une question sur le chat concernant l'agroforesterie. J'y répondrai à la fin du webinaire ou maintenant ou... On a le temps, oui. Comment? Si on a le temps? D'accord. Sinon, j'essaierai de répondre rapidement voilà, par écrit. Donc, je la note, cette question sur l'agroforesterie. Donc, oui, au niveau de la haute valeur environnementale. Donc, c'est une certification qui va concerner toutes les cultures et l'ensemble de l'exploitation. Évidemment, il y a un cahier des charges spécifique qu'il va falloir respecter. Donc, il y a une obligation derrière de résultat. Ce cahier des charges, cette certification haute valeur environnementale est basée notamment évidemment sur la transparence, parce qu'on va déclarer les actions que l'on va mener sur l'exploitation, et sur aussi la traçabilité, c'est-à-dire qu'on veut savoir comment ça se passe et garder trace de toutes les actions qui vont être mises en œuvre. Et également, ce qui est un peu
novateur par rapport aux autres certifications existantes, c'est qu'on va avoir des exigences en termes de biodiversité. Alors justement, si on rentre un peu plus dans le concret, finalement, cette certification, elle se fonde sur 4 piliers. Alors, il y a des piliers, on va dire, classiques en termes de fonctionnement de l'exploitation agricole. C'est les 2 piliers que vous voyez à droite, les 2 cadres de droite. Donc, le pilier par rapport à l'usage des produits phytosanitaires et par rapport à l'usage des fertilisants. Donc, voilà, par rapport aux phytosanitaires, on va calculer, évaluer le nombre, le nombre de surfaces qui ne sont pas traitées. Et donc, tous les points, toutes les différentes exigences vont rajouter des points ou pas. On va également regarder si l'exploitation met en place des méthodes alternatives à l'usage de produits issus de la chimie de synthèse. On va regarder, alors là c'est spécifique à la viticulture, mais l'enherbement par exemple interrang et la diversité. Alors la diversité, je pense que là il y a une erreur, c'était plutôt dans la biodiversité, j'en reparlerai. On va calculer l'IFT, je ne sais pas si c'est une notion avec laquelle vous êtes familier. Donc c'est l'indice de fréquence de traitement, c'est le nombre de traitements pleine dose, et donc ça permet de situer l'exploitation par rapport à des références départementales ou régionales, de savoir voilà, si l'exploitation a plutôt tendance à faire beaucoup de traitements ou peu de traitements ou est dans la moyenne, quoi. Voilà. Par rapport à la fertilisation, c'est un peu pareil. On va calculer la part de la surface non fertilisée, la part de légumineuses également, qui est donc valorisée, évaluer la couverture des sols et réaliser également un bilan azoté. Donc ça, c'est relativement classique voilà, dans le fonctionnement de l'exploitation. Autre pilier, donc c'est l'irrigation. Alors, s'il n'y a pas d'irrigation, automatiquement, ce pilier-là, on va dire, est validé. Si irrigation il y a, on va devoir enregistrer donc les pratiques d'irrigation. Donc là, c'est vraiment de la traçabilité. Regarder quel type d'outils d'aide à la décision il y a, et s'il y en a bien, et si l'exploitation est équipée en matériel qui permet d'optimiser l'irrigation en vue de réaliser des économies d'eau. Et puis, enfin, le dernier pilier, donc celui qui est un peu voilà, nouveau, c'est la biodiversité. Où là, dans le comptage des points pour atteindre donc, le nombre de points maximum en vue d'être certifié HVE, on va calculer donc, les fameuses IAE, les infrastructures agroécologiques. Donc, ce sont toutes les surfaces qui ne sont pas en production, par exemple les haies, on en parle beaucoup, mais également les restanques, les bosquets, qui vont permettre de gagner des points puisque ça favorise la biodiversité. Et donc, c'est bénéfique, comme on l'a vu tout à l'heure dans l'agroécologie. On va regarder le poids de la culture principale et regarder surtout s'il y a des diversités en termes d'espèces. Et même pour l'exploitation qui serait uniquement en viticulture, on va regarder les différents cépages. Et l'objectif derrière, c'est bien d'avoir une exploitation avec un maximum de diversité. Voilà, une fois qu'on a calculé, on met bout à bout en fait tous les points qu'on a gagnés et ça permet ou pas d'atteindre donc le niveau 3 de la certification et donc de pouvoir être certifié haute valeur environnementale. Merci Nelly. En 2 mots, très rapidement, quels sont on a parlé d'HVE, de bio, et est-ce qu'il y a d'autres labels et certifications? Très rapidement. Voilà, alors c'est que les labels et certifications, c'est parfois compliqué de s'y retrouver parce qu'ils ont tous des objectifs un peu différents. Alors voilà, j'essaie de faire un truc un peu synthétique. Donc, on a des labels qui vont labelliser, ou des certifications qui vont labelliser les modes de production et donc là, qui vont mettre finalement, vous ne voyez pas bien, qui vont mettre en avant des modes de production respectueux de l'environnement. Donc, c'est le cas notamment, alors voilà, et à l'intérieur de ça, vous avez soit des labels qui sont publics, d'accord, donc c'est soutenu par l'État, et d'autres qui sont issus d'organismes privés. Donc, les 2 publics qui sont les plus connus, enfin les seuls existants d'ailleurs, donc c'est, Marie en a parlé évidemment, l'agriculture biologique et cette certification HVE, donc là voilà, qui promeut un mode de production respectueux de l'environnement. Et puis du côté privé, vous en avez d'autres, alors c'est pas exhaustif là par contre, j'ai mis les plus connus, donc vous avez notamment le label Déméter, Nature et Progrès, qui va aller, on va dire, cibler les agricultures en biodynamie. Le label Biocohérence, qui va aussi un peu plus loin que la réglementation européenne. Voilà, donc ça, c'est chaque agriculteur
sur la base du volontariat qui aussi peut décider de rentrer dans ces cahiers des charges qui sont là privés pour ces 3 derniers que je viens de vous citer. Et puis à côté de ça, vous avez d'autres aussi, on va dire, labels, donc notamment les SICO qui là vont spécifiquement viser non pas un mode de production, mais un mode de fabrication. Donc vous les connaissez, hein, c'est le label rouge, les AOC ou les AOP, donc là qui vont, on va dire, concerner vraiment un terroir bien spécifique, et les IGP là qui vont plutôt cibler un savoir-faire précis. Voilà, donc sachant que tous ces labels sur les modes de fabrication sont aussi officiels. Et en dernier lieu, vous avez les labels qui vont aller cibler les modes de commercialisation, et notamment vous avez, alors là il n'y en a que des privés, et par exemple vous en avez beaucoup, hein, et notamment vous avez le label commerce équitable, hein, qui voilà, garantit le fait que les producteurs vont être suffisamment rémunérés. Voilà, mais c'est vrai que bon, dans la diversité de tous ces labels et certifications, c'est pas forcément simple de s'y retrouver. Mais voilà, chacun a bien un objectif, et il faut bien faire le tri aussi entre ceux qui sont publics portés par l'État, et puis après toutes les marques, on va dire, privées qui sont très très nombreuses. Merci Nelly. Alors, on va donner maintenant la parole à Marie d'AgriBioBar pour nous dire en fait comment on se convertit en bio, qui contrôle. Alors, le temps tourne, donc si tu pouvais faire assez rapidement, je te remercie. Oui, du coup, je vais vous parler de la conversion, donc qui est une de nos principales missions à AgriBio. Donc du coup, la conversion, elle se passe en plusieurs étapes. Donc il y a déjà la partie, on va dire, technique, d'être sûr d'être en conformité avec le cahier des charges européen. Donc ça, c'est quelque chose que nous, en fait, on peut vous accompagner là-dessus, à savoir si voilà, vous êtes en conformité ou pas, ou trouver des solutions techniques pour être en conformité. Donc au niveau de la ressource, en fait, il y a le site Produire Bio qui présente justement les textes en vigueur, et notamment les fiches de réglementation, en fait, filière par filière. Donc ça, c'est des fiches qui ont été éditées par la Fédération nationale de l'agriculture bio, et qui vont être mises à jour dans l'année, là, normalement, avec les évolutions du cahier des charges récentes. Après, donc une fois qu'on est sûr en fait d'être en conformité avec le cahier des charges, du coup, on peut démarrer, on va dire, la conversion administrative. Donc là, ça va se passer également en plusieurs étapes. Donc d'abord, il va falloir choisir un organisme certificateur. Donc il en existe une petite dizaine. Voilà, donc on choisit celui qu'on souhaite. Et après, il y a aussi une partie obligatoire qui est la notification à l'agence bio. Donc l'agence bio, c'est le répertoire, grosso modo, des entreprises engagées dans la certification bio. Et donc, c'est une phase qui est obligatoire et qui aussi permet en fait aussi de toucher les aides en fait. Voilà, donc il faut être nécessairement notifié auprès de l'agence bio. Et une fois qu'on a donc choisi son organisme certificateur et qu'on est notifié auprès de l'agence bio, on peut signer donc le contrat d'engagement avec le justement dit organisme certificateur, où là, du coup, on sera engagé dans la démarche de certification. Donc après, si je détaille un petit peu qui contrôle, donc la diapo suivante. Donc, comme je vous le disais, c'est des organismes certificateurs qui sont indépendants. Excuse-moi Marion, on va passer directement aux durées de conversion en agriculture biologique. Ok, bon, tant pis. Je voudrais juste préciser quand même que les contrôles, donc ça se fait, je précise quand même parce que c'est important, donc les contrôles, ils se font sur l'ensemble de la filière, donc du producteur jusqu'au distributeur, et que c'est un contrôle par an, et qu'il peut possiblement y avoir un deuxième contrôle dans l'année. Voilà, et après, sur tous les détails, voilà, sachez que nous, on est dispo pour vous accompagner, pour que vous ayez plus d'infos. Donc après, sur les durées, je laisse la parole donc à Clélie pour le quiz. Donc, pour savoir si vous connaissez un petit peu les durées de conversion en agriculture bio des cultures annuelles, est-ce qu'il faut 6 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans pour se convertir en agriculture biologique sur des cultures annuelles? Ok, donc on est à peu près sur les bonnes réponses, non, Marie? Alors du coup, sur les cultures annuelles, donc si on présente le tableau suivant, donc les cultures annuelles, on va plutôt être sur 2 ans, et non 3, qui est la durée pour les cultures pérennes.
Et après, voilà, pour l'élevage, ça va être spécifique selon le type d'élevage qu'on fait, entre 3 et 12 mois. Et après, je voudrais préciser aussi qu'il est possible, en fait, si on démarre sur une friche, une activité agricole, il est possible de passer directement en bio, sans période de conversion. Donc, ces fameux 2 à 3 ans pour les cultures végétales ou voilà, on a dit 3 à 1 an pour les cultures animales, les productions animales, pardon. Et du coup, en fait, en faisant ce qu'on appelle un constat de friche, donc c'est un organisme certificateur, justement, dont je vous parlais tout à l'heure, qui peut venir sur le terrain constater voilà, si du coup le terrain n'a pas été cultivé pendant de nombreuses années pour du coup être certifié directement sans passer par cette période de conversion. Merci Marie. Alors, donc vous aurez un petit peu plus de détails dans le diapo qui sera sur le site de la Chambre d'agriculture. Et on va passer aux questions, s'il y a des questions. Donc, la question sur Anélie. Donc, vous parlez d'intégrer des arbres dans les systèmes, mais que pensez-vous d'intégrer des systèmes en forêt plutôt? Faire l'inverse. Alors, de ce que j'ai compris, la question, oui, donc c'était d'intégrer des cultures en forêt. Alors, c'est vrai que ça c'est plutôt dans l'autre sens parce que la problématique de mise en culture sur des parcelles qui ont été en forêt, va y avoir quand même des problèmes de maladies, notamment de champignons, de pourridiers. Et c'est vrai que c'est quand même relativement délicat d'installer des cultures suite enfin, sur un précédent forêt, on va dire. Donc, on préfère implanter des arbres sur des cultures que implanter des cultures en système forestier. Bon, ça, tout est possible après, hein, mais je pense que ça sera plus compliqué, notamment d'un point de vue maladie. Donc, voilà, un peu mitigé sur la réussite et la facilité à réaliser ce genre d'intégration. Alors, une autre question. Du coup, en HVE, on peut être très bon dans des domaines et très mauvais en d'autres, ou y a-t-il des pratiques interdites? Alors là, vous me posez une colle. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est soit de contacter les conseillers, enfin les conseillères même HVE de la Chambre d'agriculture. Et également, sachez qu'en fait, la Chambre d'agriculture organise des formations d'une journée pour vous présenter toute la certification HVE. Parce que, donc, ce que j'ai pas non plus précisé, c'est qu'on peut être certifié seul ou en groupe, en collectif. Enfin, il y a plein de modalités qui existent. Mais à mon sens, je pense qu'il y a quand même par socle une note minimale à atteindre et que si sur un socle on est très très mauvais, ça ne passe pas. Ça serait logique parce que voilà. Mais après, je pense que pour avoir plus de précision, il vaut mieux contacter les conseillères qui travaillent sur cette thématique-là. Et je me permets juste de rajouter, nous, en fait, on avait eu beaucoup la question sur la différence en fait entre le bio et le HVE. Donc, en fait, on a édité une petite fiche qui en fait est souvent demandée par les porteurs de projets pour en fait se projeter et savoir quelle est la différence en fait entre les deux labels officiels. Voilà, donc on peut vous la proposer aussi à la demande. Il n'y a pas de souci. Merci Marie. Alors, j'ai une autre question qui est arrivée. Auprès de quel organisme faut-il faire appel pour expertiser un terrain en friche? Alors, du coup, comme je le précisais, pour le bio, en tout cas, c'est auprès des mêmes organismes certificateurs que je n'ai pas eu le temps de présenter, du coup. Mais les plus connus, voilà, ça va être EcoCert, Certipac, Qualisud. Enfin, voilà, donc ça va être les organismes certificateurs classiques qui vont après faire le contrôle, en fait, de la certification. Alors après, la question, je ne l'ai pas entendue dans ce sens-là, donc je ne sais pas trop voilà, quelle est la signification d'expertiser le terrain en friche. Si c'est une expertise agronomique, voilà, pour savoir si un terrain est apte, on va dire, à la production agricole, là, les conseillers chambre d'agriculture réalisent ce genre d'opération. Donc voilà, essayer de regarder un peu la pente, évidemment, l'accès à l'eau, les précédents, le type de sol, et à partir de tous ces éléments-là, on classe le terrain voilà, dans des aptitudes bonnes, moyennes ou faibles, quoi. Voilà, donc je ne sais pas trop quelle était la visée de la question. C'est vrai que dans ce sens-là, oui, nous, c'est vrai qu'on propose aussi ce genre de choses, en effet, à Agribio. Donc oui, dans ce sens-là, où c'est vraiment une expertise agronomique, c'est quelque chose, en effet, que conjointement, on peut proposer la Chambre et Agribio.
Ok, ben, écoutez, merci beaucoup je vois pas qu'il n'y a pas d'autres questions. De toutes les façons, voilà, vous avez les contacts donc d'Agribio ou de Nelly, donc n'hésitez pas à les solliciter hein, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez passer par des moyens agroécologiques ou en agriculture biologique pour votre projet d'installation. Alors, je rappelle aussi que donc vous avez sur le site de la Chambre d'agriculture, vous retrouverez donc les interventions, les présentations et les différents contacts du forum. Je remercie Marie d'Agribiovar et Nelly de la Chambre d'agriculture pour ces interventions. Et donc, nous allons passer à la suite au dernier webinaire sur l'alimentation de proximité. Donc, donc pareil, vous vous déconnectez à ce lien et vous vous connectez au suivant lien. Et j'espère que ce lien fonctionnera bien pour qu'on ait toutes les personnes pour la suite. Je vous remercie.